Pour bien comprendre les tensions qui secouent l'Espagne aujourd'hui, que ce soit avec le Maroc ou en Catalogne, il faut faire un sacré bond en arrière. Mais attention, pas juste au XXe siècle, non, bien plus loin que ça. La clé, en fait, elle se trouve dans une guerre presque oubliée du XVIIIe siècle. Une guerre qui a littéralement redessiné l'Espagne. On va voir ensemble comment un simple changement de roi a pu façonner la géopolitique de toute la Méditerranée jusqu'à nos jours. Et voilà, on y est. La question qui fâche. Pourquoi est-ce que ces noms, Ceuta, Melilla, la Catalogne, pourquoi sont-ils encore des sujets aussi enflammables, aussi explosifs en Espagne ? C'est parce qu'on touche à des cicatrices vraiment, vraiment profondes, qui marquent l'histoire du pays. Et pour comprendre cette douleur, cette tension qui persiste, il faut remonter, beaucoup plus loin qu'on ne le pense. En fait, il faut voir toutes ces tensions comme les pièces d'un immense puzzle méditerranéen, complètement éparpillé. Et pour voir l'image d'ensemble, regarder l'histoire récente, ça ne suffit pas du tout. Il nous manque la pièce maîtresse, vous savez, celle qui donne un sens à toutes les autres. C'est elle qu'on va aller chercher. Et ce fameux point de bascule, ce moment où tout change, le voici. C'est l'arrivée de la dynastie française, la maison des Bourbons, sur le trône d'Espagne. Attention, ce n'est pas juste une histoire de famille royale qui change, non, c'est une véritable révolution. Une refondation complète de l'État qui va absolument tout bouleverser, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et ce, pour des siècles. Mais pour vraiment mesurer l'onde de choc de leur arrivée, il faut d'abord se représenter ce qu'était l'Espagne avant. Oubliez tout de suite l'image d'un pays unifié comme on le connaît. Non, à l'époque, c'était un royaume, disons, fragmenté. Une vraie mosaïque de peuples, de traditions et surtout de lois différentes. Le mot-clé à retenir ici, c'est fueros. Alors les fueros, qu'est-ce que c'est ? Imaginez simplement que chaque grande région, comme l'Aragon ou la Catalogne, avait ses propres lois, levait ses propres impôts, avait quasiment son propre gouvernement. Ce qui unissait tout ce monde, c'était le roi et la foi catholique, bien sûr. Mais sur le plan politique, c'était tout sauf un État centralisé. Et là, on voit bien ce patchwork incroyable. D'un côté, on a la Castille, qui est le cœur démographique et le pouvoir central en quelque sorte. Mais juste à côté, l'Aragon, la Catalogne, eux, ils fonctionnent quasiment comme des entités indépendantes avec leurs propres règles. C'était vraiment un assemblage hétéroclite de territoires avec pour seul lien, finalement, l'allégeance au même roi. Et toute cette structure, qui était déjà assez fragile, elle va littéralement voler en éclats au début du XVIIIe siècle. La cause ? Un conflit terrible qui va mettre toute l'Europe à feu et à sang et qui va déchirer l'Espagne de l'intérieur. La guerre de succession d'Espagne. Et cette guerre, c'est bien plus qu'une simple querelle de famille pour un trône. C'est un véritable choc entre deux visions du monde, deux visions de l'Espagne. D'un côté, on a les Habsbourg, qui défendent l'Espagne traditionnelle, celle qui respecte ses régions et ses fameux fueros. Et de l'autre, les Bourbons. Eux, ils arrivent avec le modèle français, celui du roi Soleil, un État moderne, hyper centralisé, uniforme et par-dessus tout, un État efficace. Et c'est la vision des Bourbons qui l'emporte. La victoire de leur candidat, Philippe V, ce n'est donc pas une simple passation de pouvoir, non. C'est le point de départ d'une refondation totale du pays. Une construction nationale, mais imposée par la force depuis le sommet. Alors concrètement, comment s'est opérée cette révolution ? Parce que, il faut le dire, les Bourbons ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Ils vont, de façon très méthodique, démolir l'ancienne Espagne pour construire à la place leur nouvel État. Entre 1707 et 1716, une série de décrets, les décrets de Nueva Planta, vont tomber comme des coups près. Vraiment, ils vont tout simplement effacer des siècles d'histoire, des siècles d'autonomie. Année après année, les régions qui avaient soutenu le mauvais camp pendant la guerre voient leurs institutions, leurs lois et même une partie de leur identité être complètement anéanties. Et c'est ça le point absolument crucial à comprendre. Ce n'est pas juste une réforme administrative, c'est une punition, une véritable vengeance politique. Pour les peuples d'Aragon, de Catalogne, qui avaient résisté jusqu'au bout, la perte de leur liberté est vécue comme une humiliation terrible. Une blessure si profonde que les cicatrices, on le voit bien, sont encore à vif aujourd'hui. Alors quelle est la recette de ce nouvel État centralisé ? C'est simple. Étape 1, on supprime toutes les constitutions régionales. Fini. Étape 2, on impose le modèle castilien à tout le monde.
Étape 3, un système d'impôt unique pour tous. Étape 4, on dissout les milices locales. Et enfin, étape 5, le castillon devient la seule et unique langue de l'administration. C'est clair, l'ancienne Espagne, celle qui était plurielle, est morte. Place à une Espagne une et indivisible. Forcément, un État qui devient aussi unifié et puissant, ça change sa vision du monde. Une fois que les divisions internes ont été, disons, écrasées, l'Espagne des Bourbons peut enfin lever la tête et regarder au-delà de ses frontières. Et elle le fait avec une toute nouvelle ambition, en se tournant vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Et le bras armé de cette nouvelle ambition, c'est une marine de guerre complètement reconstruite. Les missions sont très claires. D'abord, protéger l'or qui arrive des Amériques, ça c'est la base. Mais surtout, et c'est ça la grande nouveauté, projeter sa puissance en Méditerranée. Et ça veut dire deux choses. Traquer sans relâche les corsaires d'Afrique du Nord et aller contester aux Anglais le contrôle du point stratégique de Gibraltar. Et c'est précisément à ce moment-là que le statut de Ceuta et Melilla bascule complètement. Ce n'étaient que de simples avant-postes, mais elles vont devenir de véritables forteresses. Plus que ça, elles deviennent les symboles de la puissance du nouvel État espagnol. Des territoires non négociables, la preuve vivante que la souveraineté espagnole s'étend maintenant et avec force sur la rive sud de la Méditerranée. Et maintenant, après ce long détour par l'histoire, revenons à aujourd'hui. Parce que ce modèle d'État qui a été forgé il y a 300 ans dans le sang et les larmes, eh bien il hante encore, littéralement, l'Espagne d'aujourd'hui. Cette défense acharnée, parfois jusqu'à l'obsession, de l'unité territoriale de l'Espagne, que ce soit face aux revendications en Catalogne ou à celles du Maroc, ce n'est pas juste une posture politique du XXIe siècle. Non, c'est l'héritage direct, la conséquence logique de cette construction bourbonienne où l'uniformité était imposée par la force à la diversité. Et là, tout d'un coup, les pièces du puzzle s'assemblent. La lutte pour l'autonomie catalane, c'est en fait le fantôme des furos perdus qui revient en tel présent. L'hypersensibilité sur le sujet de Ceuta et Melilla, c'est l'héritage direct de leur rôle de symbole de ce nouvel État. Et les obsessions stratégiques sur le Sahara, c'est la pure continuation de ce nouveau regard vers l'Afrique qui a été inauguré par les Bourbons. Finalement, ce qu'on voit, c'est que les Bourbons n'ont pas seulement changé de roi. Ils ont gravé un nouvel ADN politique au plus profond de l'Espagne. Et ce choix radical de la centralisation contre la diversité historique, eh bien c'est lui qui dessine encore aujourd'hui les lignes de fracture de toute la région. Ce qui nous laisse avec une question peut-être un peu vertigineuse. Une nation peut-elle vraiment un jour guérir des blessures